Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni pour évaluer la mise en œuvre du protocole conclu avec les acteurs du secteur. Les échanges ont également porté sur de nouvelles mesures visant à assurer de façon durable la stabilité de l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et en denrées essentielles. Le Mali fait face aux effets du changement climatique sans cadre légal adapté pourtant, poussant la société civile et des organisations comme Global Platform Mali et ActionAid à relancer les débats ce 3 décembre. À un mois de la CAN, la FIFA autorise les clubs à garder leurs joueurs africains jusqu'au 15 décembre, une mesure exceptionnelle qui perturbe la préparation des équipes nationales et provoque la colère des entraîneurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux informations. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni ce mardi 2 décembre à la primature. Il s'agissait de faire le point sur l'application du protocole signé avec les acteurs du secteur et sur les nouvelles mesures destinées à stabiliser durablement l'approvisionnement du pays en hydrocarbures et en denrées de première nécessité. Djeneba Samaki. La réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes de ce mardi se voulait une session décisive au moment où la situation des hydrocarbures montre enfin des signes de stabilisation. Le premier point de satisfaction est l'application du protocole signé le 21 novembre entre l'État et les groupements professionnels. Grâce à cet accord, le temps de passage des camions-citernes a été réduit à 24 heures. Une accélération qui permet de fluidifier l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire. À cela s'ajoute une nouvelle clé de répartition des arrivages, dont 70% pour les distributeurs et 30% pour les industries, une mesure qui vise à stabiliser la distribution et à prévenir les ruptures dans les zones les plus sollicitées. Toutefois, le comité reste vigilant. Il annonce la poursuite des actions contre les réseaux parallèles de distribution, les détournements et les rétentions des stocks, des pratiques qui avaient aggravé la pénurie ces dernières semaines. Le deuxième point que le comité a échangé par rapport aux hydrocarbures, c'était l'approvisionnement des zones critiques. La semaine dernière, on avait énormément de zones critiques comme Mopti, San, Koutiala, Djoula, Nara, donc Banyangara. Mais le constat a été fait aujourd'hui que des dispositions qui ont été prises au courant de la semaine ont permis d'assurer l'approvisionnement de certaines régions critiques comme San, comme Koutiala et l'approvisionnement de Mopti. Donc des dispositions sont en cours pour assurer aussi l'approvisionnement des autres régions critiques comme Djoula, Nara et Banyangara. En anticipation du mois de Ramadan, l'État se projette déjà sur les denrées de première nécessité. Le chef du gouvernement a instruit les ministères du Commerce, des Finances et de l'Agriculture d'élaborer un plan d'approvisionnement pour éviter toute tension dans les semaines à venir. Ce plan doit être présenté lors de la prochaine réunion du comité. Le Mali subit de plein fouet les effets du changement climatique, mais ne dispose toujours pas de loi pour encadrer sa réponse nationale. La société civile et des organisations comme Global Platform Mali et ActionAid relancent les débats ce 3 décembre. Ibrahim Babi. Au Mali, le changement climatique s'accélère, mais la législation peine à suivre. Sécheresse, inondations, baisse des rendements agricoles, les communautés sont déjà durement touchées. Pourtant, le pays n'a toujours pas adopté de loi climat pour structurer sa réponse au dérèglement climatique. Le changement climatique aujourd'hui a une incidence très grave sur un certain nombre de secteurs vitaux. Les changements climatiques aggravent les sécheresses, les inondations, l'insécurité alimentaire et peut alimenter des tensions sociales. Une loi dans ce sens, telle que vous êtes en train de travailler là-dessus, va encourager l'agroécologie, de sécuriser les rendements agricoles et de protéger les ressources en eau. À Bamako, une initiative citoyenne veut accélérer les choses. Ce 3 décembre, des jeunes réunis par Global Platform Mali ont lancé l'élaboration d'un avant-projet de loi car selon eux, l'État doit légiférer. Au cours de la journée, nous allons avoir aujourd'hui 2 panels. Un premier panel qui serait également piloté par aujourd'hui les différents services déconcentrés de l'État et également les institutions présentes à cette activité pour pouvoir nous parler aujourd'hui de toutes ces initiatives que le Mali avait déjà ratifiées au niveau international en matière de changement climatique et au niveau national également. Les différentes politiques que le Mali avait déjà mises en œuvre, en tout cas pour permettre aujourd'hui à ce que nous puissions avoir une loi sur le changement climatique.
Le pays a en effet ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et plusieurs dizaines d'autres textes internationaux. Même la constitution malienne, dans ses versions de 1991 et 2023, fait de la protection de l'environnement un devoir pour l'État et pour les citoyens. Mais aucun de ces engagements n'a encore été transformé en loi nationale. En termes d'avantages pour cette loi, c'est qu'un premier aspect. Le premier aspect, c'est quoi? C'est que nous allons désormais savoir qu'il y a une réglementation qui encadre l'ensemble des politiques que l'État avait prises. Nous avons aujourd'hui une politique nationale sur les questions de changement climatique. Nous avons un plan d'action. Nous avons plusieurs autres politiques encore qui, comme on aime bien le dire, le secteur environnemental, c'est un secteur très large. Toutes ces politiques qui existent, si elles ne sont pas du tout couronnées avec une réglementation en bonne multiforme juridique, en tout cas, c'est comme si c'est des efforts qui sont vains. Le Mali est désormais l'un des rares pays de la région sans loi climat. Le Gabon, le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore la Guinée équatoriale ont déjà engagé le processus. Reste une question unanime. Ce projet citoyen suffira-t-il à faire bouger les lignes et à pousser le Mali à enfin voter sa loi climat? Nouvel épisode dans les tensions entre le Niger et Orano. Les autorités nigériennes ont annoncé mardi 2 décembre leur intention de porter plainte contre la Société française de l'uranium. C'était lors d'une conférence de presse animée par le ministre nigérien de la Justice. Dans sa déclaration, il affirme que 400 tonneaux contenant des carottes radioactives ont été découverts à Madaoulela, un ancien site d'exploitation de l'uranium abandonné par Orano dans le département d'Arlit, situé dans le nord du pays. Il précise, je cite, « Les mesures de dose effectuées sur ces matières révèlent une toxicité dont le taux varie entre 7 et 10 microsieverts par heure, alors que la dose normale est de 0,5. Le ministre ajoute que les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits, à savoir les Bousmous 207 et les Chrome X, portant atteinte à la santé des populations nigériennes. Le ministre accuse aussi le géant français de ne pas avoir respecté des décisions de justice, l'obligeant à enlever et traiter des déchets radioactifs. En poursuivant l'entreprise, le Niger vise à obtenir réparation de tous les préjudices. Retour au Mali, l'association Sabiko a organisé ce 2 novembre une formation en sécurisme pour renforcer les compétences des jeunes et les préparer à réagir efficacement en cas d'urgence. Moussa Traoré et Assitou Bouari. C'est mardi 2 décembre dans la commune 4 du district de Bamako. L'association Sabiko a rassemblé plusieurs jeunes pour apprendre les gestes de premier secours. Cette formation pratique a mis l'accent sur la prévention et la réaction rapide en cas d'accident. Occasion pour les autorités locales de souligner ses avantages pour les habitants et l'importance de multiplier ce type d'initiatives à l'endroit de la couche juvénile. Nous sommes une commune sérieusement fréquentée de toute horizon. Les gens viennent de toute horizon. Aussi une commune dotée de maximum de jeunes sportifs. Et maintenant, nous avons constaté qu'après des incidents, nous avons souvent des difficultés pour intervenir auprès des victimes. Alors, il fallait faire le maximum pour organiser un atelier de ce genre, en vue de permettre aux jeunes cadres qui dirigent les regroupements, aux autorités coutumières, à nos mamans et toute organisation qui existe en commune 4 qui évolue sur le terrain, de les permettre désormais de secourir, sinon d'aider les victimes sur le terrain. Pour l'association, la motivation est claire. Multiplier les opportunités de formation pour sauver des vies, c'est ainsi qu'elle prévoit d'étendre ses activités de secourisme aux autres communes, afin de toucher un plus large public et créer une chaîne de solidarité citoyenne. On constatait pendant la pénurie du carburant que les Maliens ont besoin d'être formés en premier secours parce que nous avons vu beaucoup de cas où des incendies ont vraiment subi beaucoup de dommages et ces populations ont besoin d'avoir des notions de base en cas de soucis, en cas de problèmes, qui puissent eux-mêmes se munir d'un certain nombre de forces et ensuite aller à des séances de sauvetage. Une initiative qui, selon ses organisateurs, pourrait contribuer à réduire les risques et améliorer la prise en charge des urgences dans la capitale.
Voilà, la formation a été organisée ce 2 décembre. Une autre action de renforcement des capacités, cette fois-ci dans le domaine sportif. La Fédération malienne de football, en collaboration avec l'Association des médecins du sport, a organisé une journée de formation destinée aux professionnels de santé ou au staff technique. Objectif, améliorer la prise en charge des joueurs et prévenir les risques d'arrêt cardiaque sur les terrains. C'est Toumani Koulibaly. La multiplication des arrêts cardiaques sur les terrains de football, parfois en plein match, témoigne de l'importance d'outiller davantage le personnel de santé sportif. Ces dernières années, des cas dramatiques ont marqué le monde du football, mais qui peuvent souvent être évités grâce à une intervention rapide et à l'utilisation des défibrillateurs présents au bord du terrain. Ce mercredi, la question était au centre d'une session de formation réunissant médecins, kinésithérapeutes et staff technique. Il s'agissait d'initier chaque acteur du jeu à reconnaître les premiers signes d'un trouble cardiaque, à maîtriser le massage cardiaque et à se familiariser avec la manipulation du défibrillateur. Nous avons quelque chose qu'aucun d'entre nous souhaiterait que ça arrive sur notre terrain, qu'on appelle communément l'arrêt cardiaque. Et malheureusement pour nous, cet arrêt cardiaque, nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu en 2024 dans le championnat. Nous avons dit alors, notre rôle est d'abord de prévenir. Ça ne peut pas se faire sans l'implication du staff technique. Le staff technique aujourd'hui, dans tous les domaines, est l'hierarchie du staff médical. Pour la Fédération malienne de football, cette initiative vient renforcer les compétences des professionnels de santé mobilisés autour des joueurs. Nous avons le devoir de former parce que cette année, nous allons obliger tous les clubs à se doter, n'est-ce pas, d'un staff médical à hauteur du souhait. Ceux qui ne pourront pas le faire, je pense que nous allons prendre les dispositions qui s'imposent. Je crois qu'il y a quelques jours seulement en Italie, il y a également un autre qui a eu les mêmes problèmes. Et vous voyez que là-bas, on arrive quand même à les sauver. Ça veut dire que les dispositions sont prises rapidement pour éviter que ce soit un drame. Et c'est ce que nous voulons ramener chez nous ici. Du côté des personnels sanitaires du sport, l'apport des modules abordés est salué et se révèle utile dans la pratique quotidienne. Je félicite d'abord l'initiative parce que, étant agent de santé au milieu du sport, ce n'est pas du tout facile. Il y a une différence, la pratique, la théorie, mais il y a une différence. Et tout le temps, être avec les aînés, c'est pour nous épauler et nous appuyer davantage. Certains cas qu'on voit malheureusement sur le terrain peuvent être évités. Et comme ils l'ont dit aussi, l'année dernière, on a perdu un joueur comme ça sur le terrain. Donc il faut se mettre au niveau des autres nations, vraiment pour prévenir nos sportifs de ce malaise-là. C'est pourquoi la formation est la bienvenue. La formation du personnel de santé sportif et du staff technique apparaît aujourd'hui comme un enjeu majeur pour la sécurité des joueurs. Pendant une journée, les participants ont été dotés d'outils essentiels pour mieux protéger les athlètes sur et en dehors des terrains. Sport toujours, à moins d'un mois du coup d'envoi de la CAN au Maroc, la FIFA a accordé au club le droit de retenir leurs internationaux africains jusqu'au 15 décembre. Une dérogation exceptionnelle qui bouleverse la préparation des sélections et ravive la colère des entraîneurs du continent. Abdelaziz Aïdara. À 3 semaines de la CAN, la FIFA a annoncé ce lundi 1er décembre 2025 qu'elle autorise exceptionnellement les clubs à conserver leurs internationaux africains jusqu'au 15 décembre. Cette décision, qui ne laisse qu'une semaine de préparation aux sélections avant le coup d'envoi, soulève de nombreuses réactions. Il semble que c'est les clubs européens qui formaient un syndicat qui avait demandé à la FIFA de repousser le délai de mise à disposition des joueurs qui jouent dans les grands clubs européens. Donc finalement, pour ne pas créer encore de polémiques, c'est vrai, le règlement de la FIFA dit qu'il faut donner 14 jours avant la compétition. Cette dérogation complique fortement la préparation des sélections africaines. Les joueurs doivent être libérés 2 semaines avant le début d'une compétition continentale. Cette fois, la FIFA semble-t-il céder à la pression des clubs européens qui réclamaient un délai supplémentaire pour conserver leurs cadres engagés dans des calendriers déjà très chargés.
à forcément, quand une équipe n'est pas bien préparée, c'est toujours ça. Et d'ailleurs, on dit que c'est la préparation qui fait la différence à ce niveau. Sinon, toutes les équipes se valent. Donc, une équipe qui a moins d'une semaine de préparation, ou une équipe qui a une semaine de préparation contre une autre qui a 2 semaines de préparation, c'est toujours différent, c'est pas la même chose. Donc, forcément, les équipes vont ressentir ce coup-là, parce qu'une semaine, c'est trop juste pour un sélectionneur de mettre en place un dispositif, de tester son dispositif et de faire le choix des joueurs pour participer à une compétition d'envergure comme la CAN. Toutefois, certains joueurs pourraient également craindre le risque de perdre leur place dans leur club s'ils décident de quitter tôt leur club pour la CAN. Phase finale, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde, ça joue toujours sur les joueurs qui viennent jouer avec leur équipe nationale, surtout les Africains. Parce que le moment où toi tu es absent, tu es avec ton équipe nationale et ils continuent à jouer le championnat. Si par malheur, il y a quelqu'un qui donne satisfaction, il n'est pas évident que tu retrouves ta place. Ça, c'est déjà un phénomène récurrent. Pour les joueurs concernés, la situation devient délicate. Ils se retrouvent entre les exigences de leur club et la responsabilité de représenter leur pays dans la compétition majeure du continent. Voilà, c'est ce qui referme ce 1945 du 3 décembre 2025. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.